Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là, le podcast qui tisse des liens entre spiritualité et entrepreneuriat. Cet été, je t'emmène dans une série spéciale FAQ pendant laquelle je réponds à des questions qui me sont posées dans des formations, des cercles de femmes ou encore au quotidien avec mes proches. Ce sont des épisodes qui se veulent un petit peu plus légers que d'habitude et surtout qui abordent des questions précises avec des réponses et des actions à mettre en place rapidement. Alors aujourd'hui, j'aborde un nouveau sujet qui m'a été soufflé par une pratiquante qui me suit sur Instagram et j'ai trouvé la question tellement pertinente que j'ai eu envie de l'intégrer à la FAQ. C'était il y a quelques semaines et la question est la suivante. Anne-Gaëlle, est-ce que je dois utiliser des notes pour enseigner le yoga ou pas? Et aussi, il y avait une deuxième question qui était venue derrière qui était est-ce qu'il faut écrire, dessiner, rédiger? Et voilà, je vais me faire un plaisir de répondre à cette question parce que je me la suis posée, tu te doutes bien, pendant ma transmission. Ça fait maintenant 12 ans que j'enseigne et c'est une question que je me suis régulièrement posée et je vais te raconter pourquoi au fil de cet épisode. Et tout au long de l'épisode également, je vais te partager à la fois des astuces pour gagner en confiance et de te détacher un petit peu de ton support. Et je vais aussi clôturer l'épisode en te partageant des étapes pour t'affirmer sans stress ni trop de mémoire. Donc déjà, on va débuter avec enseigner avec des notes. Parce que lorsque tu débutes, c'est quand même quelque chose qui peut être rassurant en fonction de ta personnalité. Donc, comment noter tes séquences? C'est la toute première question moi, qui me vient. Comment noter tes séquences? Donc, il existe bien évidemment autant de modèles de séquences de yoga que de personnes. En fait, si tu es une personne qui aime écrire des mots, tu vas avoir tendance à rédiger tes séquences de yoga. Si tu es une personne qui est très efficace, très organisée, tu vas peut-être juste mettre des mots-clés avec des thèmes et des rubriques. Si tu es visuel, un peu comme moi, tu vas avoir tendance à dessiner en fait tes séquences avec les petits bonhommes bâtons. Moi, j'adore ça. Mais tu peux aussi mixer les 2. Hem, c'est à peu près les catégories que j'ai rencontrées au cours des formations, et c'est aussi ce que moi je fais. Donc moi, en fait, ce qui se passe, c'est que la partie séquence posturale, je fais des petits bonhommes bâtons, parce que c'est très visuel pour moi. Ça me permet lorsque je regarde encore d'ailleurs mes notes, ça me permet de savoir tout de suite où j'en suis, de savoir où j'ai voulu aller et de reconnaître la séquence, plus que des mots qui ont tendance à me perturber et à surcharger. En revanche, j'ai toujours une page à côté où je vais noter des points clés, des mots clés, des numéros de pages de livres que je veux lire par rapport au thème. C'est-à-dire que souvent j'ai 2 pages de croquis et de petits bonhommes allumettes et à côté je scotche et je rajoute un rabat maintenant, recto verso, lié au thème de la séquence. Donc j'écris pas toujours recto verso, hein, sur ce petit rabat, mais en fait c'est souvent la structure que j'ai. Ça me permet en fait d'avoir tout sous les yeux, le fait d'avoir créé un rabat dans mon carnet, et d'avoir en fait aussi cette possibilité de pouvoir lire quand c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du partage de l'instant et de l'information, de pouvoir voir le graphe lorsque j'ai un doute. J'ai pas envie de dire un doute sur ma séquence parce qu'aujourd'hui j'ai rarement des doutes sur ma séquence, c'est plus pour adapter et ça je vais l'aborder ensuite. Donc voilà, donc à toi de voir si, dans les méthodes pour noter, tu es davantage dans la team qui écrit tout, dans la team qui dessine, dans la team qui fait juste des points clés avec une structure ou si tu es dans la team qui mélange un peu toutes ces techniques. Mais dans tous les cas, sache que tout est juste en fait pour noter tes séquences. Donc maintenant, pourquoi noter ces séquences? C'est parce que, comme je l'évoquais un petit peu en introduction, c'est rassurant. Surtout quand tu débutes la transmission. En phase d'apprentissage, ça peut être rassurant d'avoir un support parce qu'on a parfois peur de perdre le fil. Parce qu'on peut avoir déjà une petite tension ou un petit stress à ouvrir l'espace, à accompagner les personnes. Et parce que parfois aussi, moi je le vois pour moi personnellement, ça me permet de me décharger mentalement. C'est-à-dire que je sais que si j'oublie la séquence, il y a le carnet. Mais les nombres de fois où j'ai réellement oublié la séquence, je dois pouvoir les compter sur les doigts d'une main. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que si à un moment la séquence change, c'est pas parce que j'ai oublié quelque chose, c'est parce que je l'adapte à ce que je vois. Par exemple, en yin yoga, je vais avoir tendance à allonger ou à réduire la durée des postures en fonction de l'avancée du groupe. Je peux avoir prévu une posture, par exemple, qui m'a semblé hyper pertinente par rapport au thème. Et ce jour-là, au moment où je la transmets, je sens que pour le groupe, elle est trop intense ou peut-être trop lourde. Je peux avoir tendance aussi à me dire: «Ah, cette posture, je vais la mettre que 4-5 minutes», ce qui est très court pour moi, puisque pour moi, en yin yoga, vraiment les postures, c'est entre 4 et 6 minutes. En dessous, c'est vraiment plus du hatha yoga ou des transitions. Mais bon, ça, on l'aborde en formation. Mais en tout cas,
Je peux me dire: «Voilà, cette posture, elle est sympa, on va la mettre 4 minutes» et en fait, me rendre compte que le groupe, à cet instant-là, il va vraiment se déposer dans la posture et il va y avoir un effet de retomber littéralement vers la terre, de bien, de détente et je vais pas avoir envie de couper l'instant à 4 minutes. Je vais peut-être le laisser aller jusqu'à 6 dans ce cas-là, en fonction de la posture et c'est plutôt là-dessus que je vais jouer sur ma séquence et que je vais avoir besoin d'avoir «le fil» entre guillemets pour voir comment j'ajuste derrière et comment, je rééquilibre ma séquence. Et ça, c'est aussi avec l'expérience, mais c'est aussi beaucoup avec l'observation du groupe. Pour moi, le yoga est vraiment au service des personnes qui pratiquent et lorsque je guide, en fait, je suis vraiment à disposition et à disponibilité de l'espace que j'ouvre. C'est-à-dire que oui, j'ai un fil rouge, mais si quelque chose ne passe pas, je ne m'entête pas. Sauf si je sais que ça passe pas parce que c'est nouveau. Hein. Par exemple, quand j'aborde Chaturanga, en général, au cours de l'année, dans les cours hebdomadaires, je sais qu'il y a un petit moment de frottement, mais comment dire, on va dire, je persévère parce qu'en fait, je sais que c'est au service de la pratique des personnes qui sont là et parce que je sais aussi que c'est une posture qui est intense, qui peut être très complexe et donc elle va demander de la répétition. La répétition est un biais d'apprentissage, donc je persévère pour être sûre que petit à petit, les personnes puissent faire leur expérience. Ça peut aussi être utile, si tu lances un nouveau format. Je sais que pour les retraites, j'ai un carnet par, thème de retraite parce qu'en fait, ça me permet déjà, de nourrir au fil des ans, le thème et j'aime beaucoup, en fait, y revenir parce que je vois ce que j'ai enseigné au début, comment ça a évolué au cours des années. Parfois, ça me permet de noter un texte que j'utilise d'une année à l'autre parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc tout ça, ça me permet d'avoir tout sous la main, par écrit, ce que j'aime beaucoup. J'utilise aussi de plus en plus souvent le digital, mais on va y revenir après, le sujet, papier et digital. Le digital, c'est essentiellement quand je fais, de la construction. C'est parce que ça me permet d'effacer et de réécrire facilement, mais souvent après ça finit sur papier parce que j'aime beaucoup le contact du papier. Donc ça peut être vraiment intéressant d'écrire tes séquences aussi si tu débutes sur un nouveau format qui peut être un peu déstabilisant parce que c'est pas ton fil habituel. Pour les formations, par exemple aussi, j'ai noté très rapidement, mes journées, mon découpage parce qu'aussi, lorsque j'ai pris, une formation, en pédagogie, en fait, il s'avère que c'est très important de noter ce que tu veux délivrer. C'est aussi important, parfois d'avoir de quoi noter, en début de formation ou si tu es en fatigue mentale. Par exemple, moi, en ce moment, je sais que, là, je suis sortie d'une formation, que j'ai enseignée de 6 jours sur le Yang Yoga. C'est une formation qui est très intense pour les participantes, mais aussi pour moi, parce qu'en fait, tous les jours, on va pratiquer du Yang Yoga. Donc, on va pratiquer des pratiques de danse du dragon, de graines dorées, de parade animale, et on va aussi pratiquer, la transmission, pratiquer les transitions. Donc, c'est physiquement et mentalement intense. Et donc là, je sais, voilà, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis dans les 2-3 jours qui suivent la fin de la formation et je vois bien que j'ai un petit peu de fatigue mentale et typiquement, là, pour le podcast, je m'appuie pas mal sur mes notes parce qu'en fait, je sens que, j'ai ce que j'ai noté est, percutant et pertinent et du coup, je veux pas perdre le fil et je veux pas non plus, me forcer à mémoriser quelque chose parce que ça va me rajouter de la fatigue mentale et ça va m'empêcher de récupérer. Voilà. Donc par exemple, ça peut être aussi très intéressant dans ces cas-là. Là où il faut être vigilant sur le fait de noter tes séquences, c'est que, tu risques de perdre le lien avec le groupe. Si tu es trop figé sur ta page, sur ce que tu as écrit, en fait, tu vas pas pouvoir connecter avec les personnes qui sont autour de toi dans la pièce. Donc c'est important que, oui, tu aies peut-être, ta séquence décrite, mais que tu aies pas le nez dessus et que tu n'y reviennes pas trop souvent. Mais ça, on va voir parce qu'il y a plein de méthodes en amont pour préparer ça, pour que ce soit vraiment là, au cas où, en backup, j'ai envie de dire et non pas comme, quelque chose que tu vas lire. Il faut faire attention aussi parce que tu peux être amené à lire plus qu'à transmettre et ça, je le vois beaucoup en yin yoga et en yoga nidra notamment, parfois aussi en pranayama, qui sont des domaines dans lesquels je forme. Alors, en yin yoga, j'ai les formations, les 2 modules 60 heures. En pranayama et en nidra, pour l'instant, je forme uniquement, en one to one. Je forme des guides, vraiment, voilà, sur des choses individuelles et personnalisées. Les modules ne seront lancés que l'année prochaine à ce sujet-là. Mais parce que j'ai plein d'autres choses à lancer, comme le module 2 de Yin Yoga cette année. Mais en tout cas, ça va être important de pas lire parce que si tu lis un Yoga Nidra, si tu lis un texte ou si tu lis un scénario de pranayama, en fait, ça va pas du tout être naturel. Et comme tu parles à l'inconscient dans ces moments-là, comme tu veux que les personnes lâchent un petit peu, si c'est lu, lorsque je lis, c'est beaucoup moins naturel que lorsque je te parle. Et tu l'as peut-être senti là. En fait, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre beaucoup plus de passer d'un mot à l'autre, de s'assurer qu'on a la ponctuation, qu'on est bien dans le rythme et cetera. Et puis, il y a le moment où il y a le regard qui se fait,
qui se pose peut-être dans les yeux de la personne si elle est en train de pratiquer, ou en tout cas dans l'espace qui est occupé par ces personnes, positionnées pour le yoga nidra, et elles le sentent en fait, si tu es présent. Et c'est pareil, si jamais tu veux jouer d'un instrument en live, si tu reposes trop sur tes écrits, ben, tu vas avoir du mal à transmettre et à jouer de ton instrument et à lire le papier. Donc il va falloir t'en détacher rapidement. Et tu pourrais aussi ne plus donc, en conclusion, ne plus être à l'écoute du moment, et tu vas être fortement dans le script. Donc c'est quelque chose qui va plus être de l'ordre de la création, mais vraiment de la récitation. Donc il faut toujours que ce support pour moi soit là, en sécurité, mais il faut pas que ça devienne quelque chose qui soit indispensable. Il y a des fois où j'ai oublié mes carnets chez moi, c'est pas grave. En fait, dès le début, assez rapidement, si j'oubliais mon carnet à la maison, ce qui arrivait de temps en temps, et ben, j'ai fait sans. Et ça s'est très, très bien passé. On va en parler aussi après. Donc l'astuce, c'est plutôt que d'écrire en fait tes séquences, on va travailler avec des mots-clés, des grandes étapes ou des schémas, des dessins. Ce qui vont te permettre de te détacher de quelque chose qui est très récité, pour aller plutôt vers, encore une fois, de la prise de notes, vers de dire: «Ah oui, tiens, il y avait ce point-là dont je voulais parler», et le parler avec tes mots, l'évoquer avec tes mots, plutôt que de le lire. Donc enseigner sans notes, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la liberté, que ça va alléger. Donc ça a aussi des défis. Donc les bénéfices vraiment d'enseigner sans les notes, c'est que tu vas incarner ce que tu transmets pleinement. Donc avec plus de fluidité parce qu'en fait, tu vas pouvoir t'adapter à l'énergie du groupe, à l'énergie d'une personne, à l'énergie de quelque chose que tu as entendu avant de rentrer. Moi, par exemple, j'accueille toujours ici au Chala, mais même quand j'étais dans les studios, les personnes, je leur dis: «Bonjour, comment ça va?» C'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus facile parce qu'entre guillemets, je les accueille chez moi, au Chala. Mais même quand on était en studio ou surtout pour les ateliers, je leur demandais: «Comment ça va? Comment va ta famille?» Et en fait, avec ce que j'entendais, parfois, ça me permettait d'ajuster un petit peu le ton d'une pratique de Yin Yoga ou de Vinyasa, d'un thème. Souvent, tu vas voir que tu as la truffe fine, il y a des égrégores, en fait, et le thème que tu as voulu poser va toucher beaucoup de personnes du groupe, et tu vas pouvoir, en fait, avec les expériences partagées, avec ce qu'on te dit, affiner pour que ce soit vraiment au service des personnes présentes et non pas uniquement de ce que tu avais prévu. Et là, tu es vraiment dans le flow, en fait, tu vas rester en lien. Et c'est là où tu vas être dans l'écoute de l'instant. Et ce flow créatif, c'est ce que tu veux, en fait. Et pour pouvoir créer, il faut qu'il y ait de l'espace. Donc, tu es plus dans la récitation, mais tu es vraiment pleinement dans la création quand tu n'as pas de flow. Quand tu n'as pas de notes de séquence, pardon, le lapsus. Quand tu es en flow, tu n'as pas de notes et du coup, tu vas vraiment, vraiment pouvoir être dans la création. Donc, la création, elle va te demander du temps, des tests et beaucoup d'ancrage aussi. On va en reparler après. Ta séquence, elle sera parfaite au moment où tu vas l'enseigner, n'en doute pas, et tu vas vraiment pouvoir la perfectionner au fil des répétitions et des adaptations que tu vas faire. Et c'est ça qui est clé. Dis-toi qu'elle est toujours parfaite au moment où tu la transmets. Si tu as l'expertise, si tu te demandes là si c'est le moment de laisser tomber tes notes ou en tout cas de les alléger ou de remettre en question leur rôle, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Donc fais-le et dis-toi que c'est pas un instant figé. En fait, ta séquence, elle va évoluer, ça va être merveilleux. Les risques, en fait, c'est les seuls risques de ne pas avoir de séquence écrite, c'est si tu ne l'as pas préparée un minimum. Surtout au début, quand tu vas commencer à t'éloigner de plus en plus de tes notes. Donc cette préparation, par exemple, le risque principal, c'est le blanc. C'est vraiment la peur qu'on a souvent, c'est qu'on se dit: «Si j'ai pas ma séquence, si j'ai pas mon carnet, je vais oublier, il va y avoir un blanc». Déjà, les silences, c'est merveilleux en yoga. C'est bien des fois aussi de ne pas parler, de laisser les pratiquants faire l'expérience de la posture. Et même si tu as l'impression que ça arrive à un moment qui est pas opportun, c'est OK. Laisse le silence se faire. Laisse-le tisser. Tu vas voir que les personnes vont trouver les ressources en elles pour rester dans le silence. Ça va peut-être, il y a des personnes qui vont se dire: «Ah, je me pose». Il y a des personnes qui vont se dire: «Oh là là, c'est un peu long», mais c'est pas grave. En fait, dans tous les cas, ça va faire partie de la pratique. Et c'est ça qui est top. C'est ce que tu veux, en fait, finalement, dans ces espaces-là. Donc rebondis, s'il y a un blanc, dis-toi, rappelle-toi quel était le thème et quelle est la suite logique de ce que tu viens de faire. Ne va pas plus loin. Avec le thème et la suite logique, en fait, tu vas prendre en compte les personnes, tu vas prendre en compte ce qu'elles viennent de faire, comment elles viennent de le faire, et tu vas peut-être te dire: tiens, on va refaire un focus sur la posture. Tiens, je vais passer à telle posture. Et qu'importe si c'était ce qui était prévu ou pas, en fait, parce que c'est dans le moment et c'est au service de la pratique des personnes. Toi, tu t'es adapté, tu as mis le yoga vraiment, c'est lui qui s'est adapté à ce que tu as prévu par rapport au thème. Et en fait, comme tu étais appuyé sur le thème, tu es resté cohérente et cohérent. Donc c'est parfait. Nomme aussi peut-être le moment si besoin. Parfois on a un peu honte, on se dit: «Oh là là, j'ai oublié, je vais rien dire», et en fait, si tu nommes à un moment que tu dis: «Ah, j'ai un doute», et ben, tu vas voir que les personnes déjà, ça va les faire sourire parce que tu es accessible d'un seul coup. Tu fais une erreur et c'est OK. En fait, tu es pas dans la perfection,
Tu es là en train de leur transmettre quelque chose et à un moment, tu as un blanc et ça arrive à tout le monde et tout le monde le comprend ça. S'il y a quelqu'un qui, à un moment, peut se froisser de ça ou autre, c'est autre chose en fait. Souvent, ça concerne la personne directement sur cette idée de perfection. Mais toi, tu es pas là pour être dans la performance. Tu es pas là à donner un cours de danse ou un spectacle de danse où il faudrait qu'il n'y ait aucune erreur, comme à l'opéra, en fait, quand on voit les danseuses qui mémorisent tous ces mouvements, où il faut qu'il n'y ait pas un faux pas. Toi, tu es dans le yoga, tu es dans la vie, tu es dans le mouvement, tu es avec l'humain, avec l'autre, tu es pas en représentation devant ces personnes. Donc si à un moment tu oublies, hésite pas à le nommer. «Ah, je sais plus». 2 secondes et souvent ça crée un petit moment de détente et la détente, c'est tout bénef pour nous aussi. Si les élèves se détendent, nous on se détend et si tout le monde se détend, ça va mieux se passer dans tous les cas. Donc hésite pas aussi à le nommer et tu vas voir, ils vont tous être très bienveillants. Ils vont peut-être se moquer un peu de toi parce que voilà, c'est l'humain. Ils vont peut-être te dire: «Ah tiens», te charrier un petit peu. Mais c'est humain et c'est chouette, ça détend et puis même ça rend humble et puis toi, ça va aussi te donner une opportunité de rire de toi et il y a rien de plus beau dans la vie que la joie de rire de soi-même. Donc il s'agit pas du tout d'improviser si tu te détaches des notes, hein, en conclusion. Il s'agit pas de te dire un jour, «Ah bah tiens, hier j'avais encore mon carnet, je le mets de côté, j'y vais sans». Il s'agit de construire petit à petit ta pratique personnelle et ta transmission pour t'éloigner petit à petit de ces écrits-là, si tu le souhaites, ou leur donner peut-être une autre place. Encore une fois, le sujet de cet épisode, c'est pas de dire qu'il faut être avec ou sans. Moi, ma conclusion, ça serait plutôt arriver à cette étape-là, parce qu'après, je vais te parler surtout de comment mémoriser tes séquences et comment gagner en confiance. Mais moi, en fait, personnellement, j'ai aucun problème à ce qu'un guide ait ses notes devant les yeux quand il me guide. J'ai aucun problème à ce qu'un guide n'ait pas de notes devant les yeux quand il me guide. Je viens pour la personne et pour l'expérience. Je me fiche de savoir si elle est en legging ou en débardeur ou si elle est en pyjama. Quand je viens pratiquer avec quelqu'un, en fait, c'est pour vivre cette expérience avec la personne et là où le guide. Donc la personne, elle vient telle qu'elle est et elle vient avec sa transmission. J'ai pas d'attente par rapport à ça. Ça m'est arrivé que des grandes personnes qui nous aient guidés aient à un moment des trous de mémoire ou à un moment des doutes ou au contraire changent de directive et le nomment ou pas et c'est totalement OK pour moi aussi. Moi, je suis toujours hyper open à ce que, mon expérience se fasse dans l'instant avec la personne, qui crée l'espace et qui ouvre l'espace parce que aussi ce qui est important, c'est que je reste responsable de mon corps et responsable de ma pratique. C'est-à-dire que même si quelqu'un me guide, à un moment, j'ai toujours la possibilité de dire oui ou non, d'y aller ou pas. Et ça, tant que je le sais, je suis ancrée, donc je suis tout à fait ouverte à expérimenter et à y aller. Si tu remets tout entre les mains du ou de la guide, c'est là que parfois les personnes, ça peut les déstabiliser. Mais c'est chouette, c'est qu'il y a quelque chose à travailler ou à aborder. J'en parlerai dans un autre épisode, mais moi, j'ai eu à le faire dans des séquences de yin quand je me suis rendu compte que les élèves s'appuyaient beaucoup trop sur moi pour les séquences. C'est-à-dire que quand je nommais les postures, les personnes, au bout d'1 an et demi, 2 ans, ne savaient pas quelles étaient les postures. Et ça a été hyper important pour moi de leur rendre cette capacité-là et ce pouvoir parce que c'est là où il y a les portes qui s'ouvrent pour une pratique personnelle et c'est aussi là que, ils peuvent se rendre compte peut-être qu'en dehors du tapis, Hem, ou quand ils viennent en yoga, il y a une intention derrière qui est peut-être à réajuster. Mais on en parlera dans un autre épisode. Donc en tout cas, arriver à prendre des notes, comment, pourquoi et à quoi faire attention ou ne pas avoir de notes, comment, pourquoi et à quoi faire attention. Là, j'ai envie de te parler surtout de comment mémoriser ta séquence. Que tu aies des notes ou pas, on s'en fiche. Hem, le premier point, c'est crée ton langage. Liste toutes les postures par famille. Famille, alors ça peut être des familles anatomiques, extension de colonne, rotation de colonne, flexion de hanche, extension de hanche. Ça peut être par, on va dire par thème, par élément, l'eau, l'air, la terre, le feu. Ça peut être de les lister aussi, par famille en fait de, comment dire? Posture debout, posture assise, tu vois? Liste les postures et clarifie, pour toi. Alors après, il y en a qui sont transverses, bien évidemment. L'idée, c'est pas de tout mettre dans des boîtes et de se dire, pour moi, le guerrier, je sais pas, le guerrier 3, c'est une posture d'équilibre avec une flexion avant de hanche, point barre. Non, pas exactement. Ça peut aussi être une posture qui vient évoquer, la possibilité de changer de point d'appui. Ça peut être une posture qui vient faire explorer une transition. Ça peut être une posture qui va avec l'élément de l'air ou de l'eau. Donc c'est important aussi de se laisser ça. Mais en tout cas, par rapport à la séquence que tu veux créer, tu peux déjà lister les postures et les mettre par catégorie, par exemple, ou par intention et ressenti. Tu peux aussi lister tous les mots qui sont proches de ton univers et que tu utilises régulièrement dans tes cours. Hem, Ça peut être des adjectifs, ça peut être des descriptions de posture, ça peut être une façon de décrire une transition. Trouve ton vocabulaire unique.
parce que plus ça va être dans ton vocabulaire, plus ça va être facile, en fait, de pouvoir, à un moment, te détacher complètement, d'un écrit parce qu'en fait, tu auras confiance en tes mots et à ton wording. Donc sans partir dans des thèses littéraires très léchées, non, parce qu'on veut pas, on reste dans la relation humaine. On n'est pas en train d'écrire un roman du XVIIe siècle, tu es quand même en train de parler des êtres humains de ton époque en face de toi, même s'il faut ajuster le vocabulaire et pour autant, même si on n'est pas dans une thèse littéraire, ne pars pas non plus dans un langage que toi seul pourrais comprendre, sinon ça va. J'ai eu, une fois, j'ai suivi une session qui était très sympa, hein, avec une prof de vinyasa et en fait, elle parlait franglais, ce que j'appelle. C'est-à-dire qu'elle mélangeait l'anglais et le français. Tous les 2 mots, c'est elle changeait de langue et je ne sais pas si c'est parce qu'elle était franco-anglaise ou franco-américaine ou autre, mais moi, ça m'a un peu, entre guillemets, «agacée» parce qu'en fait, mon cerveau devait faire la gymnastique. Alors ça va, hein, je suis fluent English, mais comment dire? Il y a un moment où j'étais un peu lost in the world, donc c'était un petit peu fatigant. Donc voilà, trouve un wording et une expression, qui fait que tu restes quand même dans ta personnalité et accessible. Une autre chose que tu peux faire, c'est penser à ce que tu souhaites que les personnes fassent et vivent pendant ta session et de ne pas nommer ce que tu ne veux pas qu'elles fassent. Souvent, on a le tort de nommer ce qu'on veut pas que les personnes fassent. Surtout là, ne mettez pas le pied comme ça. Non, placez-vous dans cette posture et veillez à ce que peut-être votre pied soit dans cette direction ou celle-là ou avec cette intention-là. Ne nommez pas ce que vous voulez pas que les personnes fassent, nomme ce que tu veux qu'elles fassent et qu'elles vivent. Déjà, ça va alléger ton vocabulaire aussi et elles, ça va simplifier parce qu'en fait, c'est quand tu nommes quelque chose que les personnes ne doivent pas faire, elles vont forcément le faire. C'est mental, en fait, souvent on n'entend pas la négation. Donc nomme ce que tu veux qu'elles fassent et c'est plus léger et plus facile et plus fluide. Écris tes séquences à la main. C'est scientifiquement prouvé. Quand on écrit à la main, le cerveau est obligé de ralentir et on réfléchit à ce qu'on écrit, hein. Et de 2, lorsqu'on écrit à la main, on mémorise beaucoup plus qu'en digital, même si c'est au stylet. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'écran, qui ne nous donne pas le frottement du papier et l'encre. Donc voilà, c'est scientifiquement prouvé, là-dessus. Il faut vraiment si tu veux mémoriser, c'est écrire le meilleur moyen. Je ne dis pas que tu ne vas pas mémoriser en écrivant en tapant sur ton ordinateur ou, en écrivant sur ton iPad ou autre avec un stylet. Mais en tout cas, le meilleur moyen de mémoriser, c'est d'écrire tes séquences et idéalement sur papier. Alors encore une fois, comme je te disais, moi je suis un peu hybride, parfois je suis sur l'iPad, parfois je suis sur papier. Trouve ton harmonie et ton équilibre, mais écris-les. Et tu peux aussi dessiner. Moi je sais que dessiner, c'est comme écrire, ça me permet de mémoriser. Je vois mes petits bonhommes, je les visualise et je vois ma séquence en petits bonhommes quand j'enseigne en fait. Mais je suis quelqu'un, encore une fois, donc, qui est très visuel et kinesthésique. Donc du coup, lorsque j'écris des petits bonhommes allumettes, je les vois littéralement quand j'enseigne. Donc trouve aussi ce qui fonctionne pour toi. Et du coup, pour moi aussi, c'est un plaisir de rédiger, le fait de dessiner, donc peut-être pour toi aussi. Et si tu prends du plaisir, ben, devine quoi? Tu mémorises encore mieux. C'est génial quand même. Là où il y a du plaisir, il y a plein de facilités pour le cerveau à mémoriser et à, emmagasiner. En troisième recommandation, ce que tu peux faire, c'est de, bien évidemment, les tester dans ta pratique personnelle. Je le répète tout le temps lors de mes formations, on n'enseigne pas une séquence que l'on n'a pas pratiquée. C'est pas OK, c'est pas bon. Au moins une fois, si, comme moi, voilà, aujourd'hui, quand j'enseigne personnellement les séquences de Vinyasa, je les ai souvent pratiquées qu'une seule fois dans la semaine parce que je connais mes postures et mes transitions au bout de 2 ans, parce que j'ai ma patte qui s'installe et parce que bien souvent, je vais pratiquer la séquence entière qu'une fois, mais je vais retester les séquences dans d'autres, cas, juste des petits morceaux de la séquence. Mais voilà, pratique-les. Tu peux pas transmettre ce que tu n'as pas pratiqué parce qu'en fait, tu vas peut-être te rendre compte que la transition n'est pas aussi fluide dans le corps que sur le papier. Tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, il y a une posture que tu veux pas mettre parce qu'elle est pas dans l'ambiance, elle est pas dans le flow créatif. Donc hésite pas, à pratiquer autant que tu le peux, surtout si tu débutes ta transmission de yoga et ressens les transitions, les enchaînements et ajuste, encore une fois. Un autre conseil, c'est de répéter à voix haute. Pendant que tu pratiques dans ta pratique personnelle, dis-le à voix haute. Dis à voix haute ce que tu vas donner comme, indication aux personnes qui seront présentes dans la pièce pour les ajuster. Même si tu vas t'adapter, même si tu sais que ça va pas forcément être exactement ça à l'instant T, au moment où tu vas la transmettre, quand tu es dans ta pratique personnelle, nomme, c'est là que tu vas trouver ton wording qu'on évoquait plus haut, tes transitions qu'on évoquait plus haut, ton flow créatif qu'on évoquait plus haut et dont on va reparler en dessous. Donc vraiment, parle pendant que tu pratiques et parfois moi je le fais quand je cuisine, c'est-à-dire que je visualise la séquence et je me dis: «Tiens, inspirer, tirer les bras» et voilà. Je vais, vraiment ça peut paraître bizarre, hein, mais mon conjoint a l'habitude maintenant, mais voilà, je peux être amenée à citer des choses pendant que je cuisine, pendant que je jardine. Fais le test, mâchouille des séquences. Plus tu vas les mâchouiller là maintenant, plus ça va être facile plus tard de transmettre et de t'en détacher.
Et plus tu t'entends guider, plus ça devient fluide et c'est pareil pour les chants de mantra. Si tu as un doute, si tu as envie de le faire mais que tu oses pas, pour l'instant, le fais pas si tu oses pas, te force pas. Mais quand tu es dans ta pratique personnelle, chante les mantras. Chante-les vraiment intégralement et ça va t'aider à les transmettre. Et un dernier conseil pour mémoriser les séquences, ce serait d'utiliser ton thème comme pilier à fond. Donc, par exemple, si ton pic de séquence est Dhanursasana et que ta séquence, c'est les postures qui préparent à Dhanursasana, la posture de l'arc, et les postures qui complètent ensuite, ben, si tu perds le fil, si tu as un blanc, tu vas facilement retomber sur tes pattes. Parce que comme tu auras fait ta liste de postures par catégorie ou par type de posture ou autre, tu auras listé pour préparer ta séquence les postures qui préparent, les postures qui clôturent. Et donc, tu sauras retomber sur tes pattes s'il y a un blanc parce que tu l'auras en tête. Donc, reviens à ce point central et improvise vraiment à partir de ton expertise. D'accord? Donc là, on en arrive à la dernière partie de cet épisode de podcast. Ajuste à partir de ton expertise, ça veut dire construis ta confiance dans l'enseignement et ta transmission. Tu sais. Donc, là, je vais te donner 5 conseils par rapport à ça. Le premier, c'est de faire simple. Fais simple. Vraiment une séquence qui est claire, cohérente et beaucoup plus puissante qu'un flow qui va être hyper complexe avec des postures dans tous les sens, des transitions dans tous les sens. Moi, je le dis toujours, less is more. Tu vois, moi aussi, je parle en anglais parfois. Ça veut dire, en fait, plus c'est simple, moins il y a, plus tu reçois. Donc, hésite vraiment pas à le faire. Ça va être beaucoup plus accessible, ça va être beaucoup plus léger. Et rappelle-toi aussi que simple, ça veut pas dire facile. Trouve ta simplicité aussi avec tes pratiquants. Moi, je sais que par exemple, les personnes qui viennent toutes les semaines en hatha yoga, leur simplicité, c'est d'avoir un certain nombre de postures qui se complètent. J'ai remarqué au fil de l'année que quand je crée mes séquences, si je leur propose des séquences où petit à petit, on va préparer la posture, la déconstruire pour y arriver, je vois plein d'ampoules qui s'allument dans la salle, plein de ah ah. Voilà. Et ça, je sais que ça fonctionne avec ce groupe cette année. Peut-être l'année prochaine, ce sera autre chose. Je m'adapterai. Et c'est un vrai plaisir du coup de créer des séquences parce que moi, ça m'a un peu challengée parce que moi, c'est aussi ce que j'aime faire. Et surtout derrière, ça m'a challengée à me dire, OK, une fois qu'on arrive à cette posture ou à ce thème, comment je déconstruis derrière pour les amener à Shavasana? Parce que tu le sais maintenant, on va en yoga, quel que soit le type de yoga, pour Shavasana et rien d'autre. Donc, comment on les emmène à Shavasana? Prépare ta voix. Prépare vraiment ta voix, en fait, souvent on dit en tant que prof de yoga, il faut faire attention au corps, faut pas qu'on se blesse et cetera. C'est notre outil. Ta voix, c'est ton deuxième outil. Tu parles tout le temps, toute la journée, quand tu transmets, quand tu es en cours hebdo ou en atelier. Moi, je fais des formations encore plus et avec le podcast encore plus. Donc c'est très important de prendre soin de tes cordes vocales et de les préparer. Prends le temps peut-être aussi de méditer avant de transmettre. 5 minutes, 2 minutes. Moi, ce que j'aimais faire, c'est avant d'arriver à un cours, j'ai remarqué spontanément quand je changeais de lieu, quand je marchais dans la rue, à partir d'un moment, je sentais que je respirais et que je revisualisais la séquence, en fait. Intuitivement. Ça veut pas dire que c'est la méthode qui va marcher pour toi. C'est peut-être pour toi de mettre un morceau de musique qui va te faire du bien, de caler ton souffle sur tes pas, de penser à totalement autre chose. Mais, prends un instant avant d'arriver, avant d'enseigner, pour t'ancrer vraiment et trouver tes points d'appui et être pleinement présente. Ne plus être sur autre chose. Être dans l'espace que tu vas transmettre. Et reviens à ton intention. Ça, c'est un autre conseil. Reviens vraiment à pourquoi tu es là, quelle énergie tu veux transmettre. Donc ça, c'est vraiment une préparation intérieure, ces 3 derniers points. Méditer, respirer, préparer ta voix et revenir à ton intention. C'est vraiment une préparation intérieure que tu peux faire. Le troisième point que je te donnerais, c'est de créer un cadre, pas une prison. En fait, quand tu vas créer ta séquence et que tu vas l'écrire et c'est souvent, ce qui fait que les personnes veulent avoir des notes avec elles et des écrits, c'est qu'en fait, elles écrivent la séquence et elles veulent plus elles se disent: «Il faut plus qu'elle bouge parce qu'elle est parfaite comme ça. Si j'oublie un truc, si je change quelque chose, c'est plus bon, ça va s'écrouler». D'accord? Donc crée un cadre mais pas une prison. Tu connais ton thème, tu connais les postures de ton thème, tu sais ce qui les nourrissent. Donc maintenant, avec ce fil, tisse la séquence au fil des respirations en étant là avec les personnes qui sont là. Rappelle-toi aussi que tu veux avant tout créer du lien. Donc tu ne veux pas enseigner, c'est-à-dire tu veux pas être là à leur donner plein d'informations à mémoriser, de choses à apprendre. En fait, tu veux créer du lien avec elles et qu'elles vivent une expérience, ces personnes-là, par le yoga. Donc prendre la distance aussi avec ça. Si toi tu es rigide, ça va être difficile pour elles de faire une expérience qui est libre et qui est adaptée à ce qu'elles recherchent. Ouvre un espace sécurisé et partagé. Donc, ne le remplis pas au maximum de postures, de musique, de mots. Laisse l'opportunité d'une écoute intérieure et extérieure. Le quatrième conseil que je te donnerai, c'est fais-toi confiance. Hein. Tu l'as peut-être vu arriver à force, mais
Si tu perds le fil, reviens à ton souffle, reviens à ton thème, ancre-toi dans tes points d'appui. Une grande inspire, une grande expire, c'est reparti. Nomme ce que tu ressens. Encore une fois, on en a parlé plus haut. Si à un moment tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, nomme-le avec tes pratiquants et tes pratiquantes de la manière qui est juste pour toi, mais n'hésite pas à le faire. Tiens, là, j'ai l'impression que, en fait, j'allais vous faire cette posture, mais elle est pas juste. Je vais plutôt vous emmener par là, par exemple. OK, on va passer par cette posture. D'accord, on va rembobiner et ben, on va revoir l'entrée dans la posture parce qu'en fait, c'est pas la posture qui est importante, là, je me rends bien compte, c'est la transition ce soir. Nomme les choses, nomme pourquoi tu fais les choses parce que plus tu leur expliques pourquoi, plus elles vont voir à quel point tu es présente et présent pour elles, à quel point tu as réfléchi à ce que tu transmets et elles vont être totalement en sécurité et elles vont pouvoir faire l'expérience encore une fois. Et enfin, laisse de la place au silence. C'est pas grave qu'il y ait des temps de silence. Les silences, ça ouvre des portes. Donc, tu n'as pas à remplir chaque minute de ta session avec de la musique, avec des paroles, avec du mouvement. Il peut y avoir des temps de rien, des temps d'écoute, que ce soit absence de musique, absence de voix, absence totale. Ces derniers temps, moi, j'aime beaucoup enseigner Shavasana sans musique, sans parole, sans instrument. Juste se déposer après la tempête. Et le silence est aussi un outil pédagogique puissant parce que pendant ce temps de silence, on va chercher ses ressources. Pendant ce temps de silence, on est seul avec soi-même. Donc, pour conclure, je dirais qu'il n'y a vraiment pas de règle unique. Tu peux enseigner avec ou sans notes. Ce qui compte, c'est vraiment ton intention et le lien que tu as avec ton groupe, avec les personnes présentes, avant toute chose. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas avoir de la facilité à mémoriser à la fois avec le corps, avec le mental. Et donc, plus tu vas gagner en liberté. Donc, te mets pas la pression pour ne pas utiliser de support si à cet instant, tu sens que c'est nécessaire pour toi. Si tu veux t'affranchir du papier, entraîne-toi à guider avec ton cœur, pas avec la tête, et surtout, prépare tes séquences. Plus tu vas les préparer, plus tu vas être sûr de toi. Donc, prends le temps de le faire, vraiment. Donc, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a donné des clés pour transmettre en te faisant confiance, et que ce soit avec ou sans notes, qu'importe. Si tu souhaites progresser dans ta transmission, surtout n'hésite pas à me contacter pour débuter un accompagnement sur mesure. Je serai ravie de répondre à tes besoins et à tes attentes pour grandir dans ta transmission. Maintenant est très certainement le moment idéal pour le faire. Si tu connais les personnes qui pourraient être intéressées par le sujet que je viens d'aborder, n'hésite vraiment pas à leur partager cet épisode. Et pour ne pas rater les épisodes suivants, n'hésite pas aussi à découvrir ce podcast et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Tu recevras directement les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour le 4e volet de cette FAQ de l'été. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout, n'oublie pas, tout est déjà là.